bonjour à tous. Alors, le cas que je vais vous présenter est justement cette illustration. C'est un cas qui a été exposé et analysé dans le cadre d'un accompagnement stratégique d'un comité de pilotage, justement dans un environnement hospitalier. Et l'enjeu de ce cas, c'est de vous illustrer comment on va passer d'un cas particulier qui va être analysé de manière rigoureuse et précise à partir d'une difficulté particulière à des actions de prévention RPS plus globales et plus adaptées à l'ensemble de l'organisation. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, en fait, on est dans un groupe hospitalier constitué de plusieurs hôpitaux et la réduction des coûts, des effectifs et le rapprochement des services est une préoccupation quotidienne, avec un mot d'ordre évidemment récurrent et quotidien qui est de faire plus avec moins. Alors, nous allons regarder le cas de Martine, en fait, qui a 43 ans, qui est biologiste, qui travaille dans un laboratoire au sein d'une équipe qu'elle décrit comme une équipe surchargée d'activités, fatiguée, démotivée par le manque de reconnaissance et de communication. À titre de précision, cette Martine, en fait, était membre du groupe du comité de pilotage et a apporté finalement une situation dans laquelle elle était impliquée, elle, personnellement. Alors, la situation de ce service, Martine sait depuis quelques mois que son laboratoire va fusionner avec celui d'un autre site du groupe hospitalier, qui est créant ainsi un nouveau département d'analyse. Alors, si vous regardez le schéma, en fait, le service de Martine va rester dans son hôpital, il ne va pas y avoir de déménagement spécifique. En revanche, une autre équipe va arriver d'un autre site et va l'englober, en fait, cette équipe. Donc, il va y avoir un changement de direction également pour cette équipe de Martine. Alors, de son point de vue, en fait, quand elle expose la situation, Martine trouve cette perspective professionnelle plutôt intéressante, en fait. Elle n'est pas du tout ouverte, en fait, sur cette perspective. Et ses collègues et elle savent qu'elles vont avoir à apprendre à se servir, elles vont devoir apprendre à se servir d'un nouveau matériel qu'elles ne connaissent pas pour exécuter des tâches nouvelles en plus de leur activité habituelle. Donc il va y avoir du changement et il va y avoir aussi de l'apprentissage, en fait. Alors, le futur chef de département a annoncé que pour atteindre ces objectifs, la nouvelle entité aurait besoin au moins de 2 personnes et demie en plus de l'effectif total des 2 services fusionnés, ce qui est une information que je vous livre telle qu'elle et telle que Martine l'a livrée. Or, le chef de service précise qu'un seul poste nouveau sera créé, et donc c'est sa manière à lui d'annoncer que l'excédent d'activité devra être absorbé par les équipes en place, ce qui ne contribue pas à rassurer les équipes. Alors, Martine et ses collègues, évidemment, se sentant concernés par la situation, posent pas mal de questions plutôt précises concernant l'organisation du travail, le matériel, il va aller où, et la formation, ça va être quand, est-ce qu'on pourrait pas un petit peu anticiper les choses pour pouvoir s'organiser. Et les réponses du chef de service en charge de la fusion sont toujours un petit peu les mêmes, c'est-à-dire je ne sais pas, dit-il. Alors on se retourne vers la DRH et en fait la réponse est la même, c'est que la DRH non plus ne sait pas. Même malgré tout, il y a une équipe de mobilité en fait qui s'assure des déménagements et des choses comme ça. Et en fait sur plein de questions, cette équipe mobilité en fait ne sait pas non plus. Donc finalement personne ne sait, dit Martine, et c'est plutôt inquiétant. Alors, dans l'attente d'en savoir plus, Martine décrit quand même que c'est un peu coutumier en fait. Même avant l'annonce de la fusion, il y avait de la fatigue, il y avait des arrêts de travail, mais depuis, effectivement, l'attente devient un peu difficile. Donc, des arrêts de travail nouveaux, une demande de mobilité parmi l'équipe, comme pour ne pas avoir à vivre ça en fait. Et Martine décrit qu'il y a de plus en plus de stress qui monte. Et donc, à titre personnel, Martine, quand je lui pose des questions, elle se dit angoissée. Elle finit par se dire qu'elle est vraiment angoissée alors qu'elle avait vraiment décrit la situation de manière assez distanciée. Et elle dit qu'elle sait que certaines fusions de services en fait peuvent se passer mal, notamment à l'hôpital. Elle a eu vent de moments qui ne se passaient pas bien. Et donc on voit illustré sur cette image un orage ou une tempête ou un cyclone qui se profile à l'horizon.
Donc, la première étape, c'est vraiment de partir d'une situation problème telle qu'elle est exposée et d'essayer de la formaliser de manière interactionnelle avec des questions simples, mais simples en apparence, mais pas toujours très simples à y répondre. Qui fait quoi, à qui, quand, où, avec quelles conséquences, pour qui, et en quoi est-ce un problème et pour qui. Avec ces questions, tout le monde autour de la table, se mobilise en fait. Deuxième, pardon. Je vais juste dire un petit mot là-dessus. C'est le cœur de notre démarche, là que vous avez sur ce slide-là. C'est-à-dire par rapport à ce que disait Olivier, de passer d'une lecture, bien sûr la lecture des facteurs de risque est important ou des moyens qu'il faudra mettre en œuvre, et nous on cherche à réduire la complexité par une lecture responsabilisante. Alors je vais vous passer après plusieurs questions, je vais vous les lire comme ça et les commenter. Vous aurez l'occasion de revenir dessus avec le document après. Ensuite, on s'intéresse à essayer de qualifier quel type de problème en termes de symptômes en fait. Ici, dans le cas de Martine, tel que je l'ai exposé tout à l'heure, on en est au stade du stress en fait. Elle a même plutôt elle a plutôt tendance quand elle expose son cas à minimiser en fait la situation, mais elle va décrire plutôt une situation stressante. Alors, comme on est dans l'évaluation des risques psychosociaux, on va parler des conséquences et de la probabilité en fait de la conséquence, avec une question qui est assez aidante, qui est si la situation problème n'avait pas de solution ou n'était pas résolue, que se passerait-il? Donc évidemment, tout le monde essaye de regarder les conséquences d'une situation comme celle de Martine, et plus précisément sur 3 dimensions, qui sont les 3 dimensions clés pour évaluer une situation de risque psychosocial, c'est-à-dire l'impact sur la santé des individus, l'impact sur le collectif et l'impact sur le résultat du travail. Pour évaluer ensuite la situation, il faut évaluer le niveau de gravité en fait de ces conséquences pour chacun. Et puis, on peut essayer aussi de définir, on n'en a pas parlé en termes de définition, de voir si on est en situation de risque primaire, secondaire ou tertiaire. Voilà. Alors, évidemment, quand on a imaginé les conséquences, on est toujours tenté de dire puisque pour éviter ça, on va mettre en place certaines actions individuelles ou collectives. Donc généralement, il n'y a pas trop de difficultés en fait autour de la table pour trouver des pistes d'action. En revanche, malheureusement, elles sont pas toutes réalisables et elles sont pas toutes possibles ou possiblement efficaces. Et donc, il y a une question aussi très structurante et recadrante importante qui va être quel est l'objectif minimum d'amélioration on veut viser en fait dans la situation. Et dans la situation de Martine, par exemple, on voudrait pouvoir mettre en place une communication efficace, un plan d'action, énoncer l'organisation cible, par exemple, pour que chacun se la représente et que tout le monde puisse se projeter et calmer son stress. Mais en fait, là, pour l'instant, c'était pas possible, en fait. Donc, quel était le premier objectif minimum d'amélioration? Et puis, une fois qu'on essaye de mettre en place d'élaborer des actions accessibles et minimum, il y a aussi la situation, et c'est là où qui est important, c'est de passer du cas particulier au cas général. Est-ce que dans d'autres services, il y a le même type de situation? Est-ce que on était dans un groupe hospitalier organisé par pôle, donc est-ce que dans les autres services d'un même pôle, il y a la même situation? Est-ce que dans d'autres pôles de l'hôpital, il y a les mêmes situations? Est-ce que dans un autre site hospitalier du même groupe, il y a la même chose? Et donc là, j'ai essayé d'illustrer finalement ce qui s'est passé dans les différents groupes de travail en fait d'accompagnement des risques psychosociaux à partir de situations très diverses qui ont été remontées. Donc là, j'ai essayé de illustrer la situation de Martine que je vous ai exposée en amont, qui se trouve être entre l'annonce et la fusion effective. Et donc, je l'ai appelé ici le cas numéro 1, Martine disait, nous on est stressés et on n'a pas de réponse à nos questions. D'accord ? Mais il se trouve que dans l'ensemble du travail d'encadrement qu'on a pu faire en accompagnant les groupes de pilotage, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres cas, notamment le cas numéro 2, où il y avait eu une fusion il y a 2 ans, et où la situation 2 ans après, c'était une situation de conflit latent entre 2 camps, les 2 équipes qui n'avaient pas réussi à travailler de manière sereine, avec des cas de violence interne et de stress, et très peu de régulation managériale.
Et on a pris un autre cas particulier à un autre moment, et puis on s'est rendu compte que là, c'était aussi 2 ans après une fusion, et que là, on était dans un cas vraiment extrême, de conflit qui n'avait pas été du tout résolu suite à la fusion, avec des départs massifs de l'une des équipes, l'autre devant évidemment reprendre à sa charge le volume de travail, avec des cas de violence interne, de souffrance individuelle et collective, et avec un retour des équipes à leur entité initiale. Donc il y avait eu une fusion, tout le monde avait déménagé, et puis là, les équipes repartaient à leur entité initiale, et non seulement elles repartaient, mais elles repartaient abîmées, avec une perte de compétences en fait des deux équipes. 2 ans après la fusion, chacune des équipes était moins compétente que 2 ans avant en fait. Alors évidemment, en faisant les liens avec tout ça, la question se pose en disant est-ce qu'il y aurait 1 an après la fusion un cas numéro 4, par exemple, qu'on n'a pas le temps de voir, enfin qu'on n'a pas pu ou est-ce que au moment des fusions, finalement, comment ça se passe? Et c'est en faisant ce lien entre différents cas que l'on voit finalement les cas, les grandes lignes sur ce sujet. C'était évidemment comment on gère dans cette institution le changement, tout simplement. Alors après, une fois qu'on peut faire ces liens, il suffit, on allait dire, de définir le risque RPS, de définir sa priorité en fait, d'essayer de voir si c'est une priorité ou pas, et puis de voir si ça va intervenir au niveau tertiaire, secondaire et primaire. Donc pour faire une synthèse, parce qu'on arrive à la conclusion de ce cas, à l'occasion finalement de cet accompagnement et de ces analyses finalement de cas, le diagnostic de la situation, c'était qu'il y avait évidemment, comme vous l'avez pu le signaler tout à l'heure, il y a une vraie déficience du pilotage du changement, ça c'est clair. Et puis en plus, il y avait un vrai déficit de régulation managériale. À chaque fois, quand on analyse les interactions, le manager ne se positionne jamais en fait et adopte une position en fait finalement la même que celle de l'équipe. Alors au niveau de l'identification des RPS, sur les 3 niveaux, on a vraiment évidemment du stress quand on est dans la phase avant la fusion, mais on peut imaginer qu'il y a un risque de traumatisme, il y a des risques de burn-out, il y a des risques de démission, il y a des gros risques sur la santé individuelle. Au niveau collectif, évidemment, il y a de la violence interne et qui peut qui peut déboucher sur des conflits brutaux. Et puis sur le niveau du travail, il y a des vrais risques de perte de compétences et de réputation même professionnelle en fait pour le groupe hospitalier. Donc, ce qui contribue en fait à en faire une priorité finalement d'action sur comment gérer mieux en fait nos changements. Sur les actions préventives, au niveau tertiaire, il y a la prise en charge évidemment et la régulation des conflits quand les gens sont pas bien. Au niveau secondaire, il y a quand on ne peut pas éviter les risques, mais qu'on peut outiller finalement les gens face à ces risques. Donc il y a de la formation aux régulations de conflits, à la gestion des émotions en contexte de changement, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, et puis à la régulation managériale bien sûr. Et puis au niveau primaire, je pense que là c'était effectivement ce qui était. Il y a beaucoup de choses à faire évidemment au niveau primaire, c'est de repenser complètement le pilotage du changement avec une découverte qu'ils ont eue en fait en étudiant ces cas, c'était que autant l'équipe mobilité de la DRH pouvait très facilement accompagner les gens dans les déménagements, mais sur la dimension métier, il n'y avait aucun accompagnement et aucun travail d'équipe en fait, de préparation. Voilà.